Mao, la tyrannie de la déraison, par Rémi Kaufer. De très loin, le sifflet de la locomotive retentit, plus assourdi. L'un des nouveaux arrivés, couché sur le ventre, crispa ses mains sur ses oreilles et hurla. Les autres ne criaient pas. Mais de nouveau la terreur était là, au ras du sol. Ne fusillez pas, ils les foutent vivants dans la chaudière de la locomotive. Brûler, dit-il, être brûlé vif. Les yeux aussi, tu comprends, les yeux. Le poids des mots, le choc de l'imagination. Ces quelques lignes du roman d'André Malraux, La condition humaine, prix Goncourt 1933, ont beaucoup compté dans l'appréhension des événements de Chine, par une partie du public français, voire international. Toute malrussienne, la fiction des communistes de Shanghai jetée vive dans la chaudière de locomotive contribua de fait à coller aux nationalistes chinois l'étiquette de bourreaux et aux révolutionnaires le double label de héros et de victimes. Ce que nous savons aujourd'hui de la grande tragédie chinoise du XXe siècle oblige à plus de mesure et d'équilibre. Chiang Kai-shek et ses partisans martyrisèrent à coup sûr quantité de leurs compatriotes. Mais force est de reconnaître qu'en un quart de siècle d'existence, la dictature de Mao allait s'avérer plus assassine que la leur encore, et de loin. Troubles, massacres, répression, destruction, ruines, déchirements, souffrances, telle fut la sombre réalité de l'ère maoïste, portée au nu en France dans les années 1960 et 1970, mais passée depuis sous un silence pudique, comme si elle avait à peine existé. Tout commence donc en avril 1927, à l'heure où Chiang se retourne par surprise contre les communistes, ses alliés d'hier. Un drame qui va servir de toile de fond à la condition humaine. Or, plus que sur le plan littéraire, c'est sur le plan politico-idéologique qu'il va se révéler décisif. Le massacre des communistes à Shanghai d'abord, puis à Canton, Jilin, Ningbo, Xiamen et bien d'autres cités, cause la mort de 10 000 d'entre eux. Mais paradoxalement, c'est cette hécatombe qui va offrir à Mao l'espace géographique indispensable pour imposer ses vues. En Chine commence-t-il à hasarder l'insurrection urbaine, calquée sur le modèle d'octobre 1917. N'a-t-elle aucun avenir ? Le salut passe par l'encerclement des villes par les campagnes. Conception hérétique ? Oui, à première vue. Le dogme marxiste-léniniste conférant une priorité de principe au soulèvement urbain de la classe ouvrière structurée par le Parti communiste. Mais au final, Mao, marxiste innovant, va faire la preuve que peu importe les forces sociales mises en branle, monde ouvrier, paysans ou autres, pourvu que la révolution demeure l'apanage exclusif de l'avant-garde communiste. En quoi la tyrannie maoïste, bien qu'originale en raison de l'étrange personnalité du dictateur, restera dans le droit fil de l'enseignement de Lénine et de Staline. L'émergence du président Mao. Né le 26 décembre 1893 dans la province sudiste du Hunan, Mao Zedong n'a joué qu'un rôle mineur dans les suites du Double 10, la révolution du 10 octobre 1911, qui instaura la République en mettant fin au régime impérial millénaire, aucun dans le mouvement du 4 mai 1919 qui vit la jeunesse intellectuelle pékinoise se dresser face aux puissances étrangères, un peu plus déjà dans les journées décisives de juillet 1921 à Shanghai, où, auditeur attentif même muet, cet instituteur de métier figure parmi la poignée de délégués au congrès de fondation du Parti communiste chinois. Une alliance stratégique unit bientôt le PCC au Kuomintang, le parti nationaliste fondé en 1912 et où se distingue déjà un jeune officier formé au Japon, Chiang Kai-shek. Alliance si étroite qu'au titre d'une double appartenance autorisée aux militants communistes, Mao deviendra, en 1926 à Canton, directeur de l'Institut de formation du mouvement paysan du Kuomintang. Sans faire preuve, notons-le, d'un radicalisme particulier à cette époque de lune de miel entre deux formations issues de matrices dictatoriales jumelles, ultra-centralisées, ultra-hiérarchisées, ultra-répressives et, pour le Kuomintang, ultra-militarisées. Le pouvoir étant au bout du fusil, la mise du PCC sur pied de guerre interviendra sous peu, grâce à Mao notamment. C'est en mars 1927, avec son rapport sur l'enquête menée dans le Hunan à propos du mouvement paysan, que ce bientôt trentenaire commence à sortir du rang. L'effondrement du communisme urbain en but à la répression nationaliste en fait bientôt un chef de maquis dans le Jiangxi rural, jouxtant sa province d'origine, puis le 7 novembre 1931, jour anniversaire de la Révolution d'octobre, le président de la République soviétique chinoise. Un leader qui va fonder d'emblée son pouvoir sur la terreur rouge. 7000 soi-disant agents du Kuomintang infiltrés, mis à mort lors d'une première purge sanglante, appelés à servir de modèle à ses nombreuses héritières.
Même menacés par la stratégie d'étranglement des troupes de ladite campagne d'extermination des bandits communistes, les soviets ruraux constituent un refuge au moins relatif pour les chefs du PCC, contraints de fuir Shanghai, Canton et les grandes villes. Parmi ces dignitaires, le futur Premier ministre Zhou Enlai. À l'automne 1934, le président Mao, jugé incontrôlable, se trouve toutefois à 2 doigts du limogeage. Seule une humiliante autocritique parviendra à lui procurer son billet pour la longue marche, qui durera d'octobre 1934 à octobre 1935. Or, sans cette transhumance désespérée vers le nord d'un appareil militaire et politique aux abois, ni le PCC, ni Mao lui-même n'auraient survécu. Dans l'intervalle, ce fin manœuvrier parvient à se saisir à nouveau des leviers de commande pour ne plus jamais les lâcher. Et, de fait, multipliant les détours, les changements de pied et les changements de cap, il mènera au pouvoir les communistes, au milieu de l'agression japonaise, puis de la guerre civile. Un parcours sinueux qui va passer par la campagne de rectification du style de travail. Au sein de Yan'an, la base rouge, acquise à la faveur d'un accord temporaire avec Chiang Kai-shek contre les envahisseurs japonais, un vaste processus de formatage idéologique s'enclenche dès mars 1942. En 2 ans, cette chasse aux sorcières débouchera sur l'exclusion du parti de 40 000 militants, suivie de l'élimination physique de centaines d'entre eux. Autant dire que la mise en place des traits permanents de la tyrannie a précédé sa prise de pouvoir à Pékin. Le Mao quinquagénaire qui, le 1er octobre 1949 à 14h, proclame, place Tiananmen, la naissance de la République populaire de Chine, est bien décidé à appliquer son programme. L'élimination des couches parasitaires, prélude à la naissance du communisme intégral. Si la dictature du prolétariat reste inséparable de la mainmise totalitaire du PCC sur l'ensemble de la société chinoise, elle dépend aussi de sa poigne de fer personnelle. Le président Mao est là pour longtemps, qu'on se le dise, et pas pour inaugurer les chrysanthèmes. Fumeur compulsif, sujet de longue date à de sérieux troubles du sommeil, ce grand gaillard est affublé d'une voix de fausset. Comme toute la nomenclatura du nouveau régime, il s'installe à Zhongnan-hai, un vaste domaine du centre de Pékin, en bordure ouest de l'ancienne cité interdite. Ce qui ne l'empêche pas, enclin la bougeotte, de nomadiser volontiers entre plusieurs résidences affectées à son usage personnel. Grand consommateur de femmes, 4 officiellement sans compter toutes les autres, certains signes d'impuissance sexuelle apparus dans les années 1950 l'inciteront à se rassurer en partageant sa couche avec des filles de plus en plus jeunes. Doté d'une robuste constitution, Mao adore nager, au point de monopoliser progressivement à son usage personnel la piscine en principe collective de Zhongnan-hai. La gestion quotidienne de l'État l'ennuie, car, au contraire de Staline, ce n'est pas un gros travailleur. Excellent praticien du Weiqi, ce jeu de stratégie que les Japonais appellent le Go, il prépare ses coups politiques, très longtemps à l'avance, et toujours dans le plus grand secret. Avant d'avaler de fortes doses de somnifères et de s'écrouler, Mao peut passer des nuits entières à méditer ces brusques changements de cap, qui ont le don de surprendre tout le monde, les autres dignitaires du régime en particulier. Sa manière toute personnelle de transposer les tactiques de la guérilla dans la sphère du pouvoir, imprévisible, il est aussi impitoyable, royalement indifférent à la douleur de ses compatriotes, comme l'avenir de la Chine va le démontrer. Le pouvoir est au bout de la terreur. Œuvre de Kang Sheng, l'homme de la police secrète et des services secrets, la campagne de rectification du style de travail a donné le ton. On cloue au pilori, puis on assassine. À Yan'an, les exécutions se comptaient par centaines. Désormais, c'est de centaines de milliers de cadavres qu'il faudra parler, pour un pays de 450 à 480 millions d'âmes que les maoïstes s'apprêtent à décerveler pour mieux le soumettre. Dès 1949-1951, une première vague de terreur conduit à l'exécution d'1 million de contre-révolutionnaires, propriétaires terriens, petits patrons, industriels et commerçants, anciens du Kuomintang, réactionnaires, de toutes sortes. Commence la phase de dictature démocratique populaire, ainsi nommée par Mao. Créé le 19 octobre 1949, le Kongangbu, ministère de la Sécurité publique, c'est-à-dire le KGB maoïste, quadrille bientôt tout le pays. Ses objectifs sont susciter la répression, la conduire, la rationaliser. Sous la férule de son directeur pour les 10 prochaines années, Luo Ruiqing, ancien de la République soviétique du Xianxi, il s'emploie à organiser meetings d'accusation publique sur meetings d'accusation publique. Les suspects, autrement dit les coupables désignés à l'avance à la vindicte des masses, comme autant de criminels à châtier, ils sont jugés sous les clameurs et bien souvent condamnés à la peine capitale, avec application immédiate. D'autres connaîtront l'enfer concentrationnaire du Laogai,
la version sinisée du goulag. Camarades, que devons-nous faire de tous ces criminels, ces bandits, ces agents secrets, ces mauvais propriétaires, ces chefs et organisateurs de sectes taoïstes réactionnaires, bugle par exemple le 25 mars 1951, Peng Zhen, le maire de la capitale. Les fusillés, clame la foule, encadrés et chauffés à blanc. Devons-nous avoir pitié d'eux? Non, non. En avril, le Kongangbu, pédagogue, met en circulation un vade-mecum, à l'usage des cadres communistes. Comment tenir un meeting d'accusation? Ces défouloirs haineux sous étroit contrôle policier sont omniprésents, impossible d'y échapper. Qu'on vive à la campagne ou à la ville, en 9 mois, rien qu'à Pékin, 30 000 rassemblements de ce genre vont agiter la population rue par rue, quartier par quartier. Évoquant cette période de ses débuts au pouvoir, Mao avancera sans complexe ni remords. Le chiffre de 800 000 victimes, rien d'étonnant pour celui qui prévenait un quart de siècle plus tôt, dans le rapport sur l'enquête menée dans le Hunan, la révolution n'est ni un dîner de gala, ni une œuvre littéraire, ni un dessin, ni une broderie. La révolution, c'est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe en renverse une autre. La mise en condition se poursuit à travers le mouvement des 3 anti, contre la corruption, le gaspillage et le comportement bureaucratique, puis celui des 5 anti, contre les pots de vin, la fraude sous toutes ses formes, l'évaporation fiscale, les détournements de fonds et la révélation de secrets d'État. Partout présent dans cette société du bourrage de crâne, du mystère et du soupçon. Mobiliser les masses dans la veine maoïste implique en effet de ne jamais les laisser face à elles-mêmes. Fût-ce un seul instant. Le Parti communiste et son dirigeant suprême, grand timonier de la République populaire, ne sont-ils pas là pour penser en lieu et place des Chinois? Que sans fleurs se couvre de sang. Le bureaucratisme lié à l'exercice quotidien du pouvoir ennuie vite Mao. Bougiste obsessionnel, seul le communisme intégral susceptible de changer en profondeur la nature humaine le motive. Comme ses maîtres Lénine et Staline, dont il a su s'émanciper tout en conservant l'essentiel de leur héritage, il prône désormais la collectivisation totale de la Chine. Sa manière de se démarquer de l'URSS, qui, après le discours de Nikita Khrouchtchev au 20e congrès du PC soviétique de février 1956, opte à l'intérieur pour une déstalinisation destinée à pérenniser le régime et, à l'extérieur, pour une coexistence pacifique propre à conjurer la guerre nucléaire avec les États-Unis. Pour Mao, en répudiant Staline, Moscou renonce au communisme, alors qu'on doit au contraire en accélérer l'avènement. Devant cette trahison, c'est à Pékin qu'il incombe de relever le drapeau rouge de la révolution mondiale, et ce, d'autant qu'après quelques années de pouvoir du PCC, le président croit le régime suffisamment populaire pour supporter les critiques. Pourvu qu'il s'agisse de contradictions à l'intérieur du peuple et non de contradictions entre le peuple et ses ennemis, comme celle qu'il a résolues de la façon qu'on sait, dès sa prise de pouvoir, de telles plaintes sont inadmissibles et même souhaitables. C'est cette petite démocratie, dialogue sous contrôle avec les éléments sains de la société, que le dictateur décrète en 1957, que 100 fleurs éclosent, que 100 écoles rivalisent. Son programme slogan est bien entendu signé Mao. Or, si les bouches se délient bel et bien, c'est pour déverser un flot de récriminations. Des lettrés, des scientifiques, des enseignants, des journalistes mettent en cause la dictature du parti, appelant de leur vœu une véritable démocratie. Il en va de même chez les ouvriers. On s'indigne d'un syndicalisme factice, simple courroie de transmission du PCC. Tandis qu'en milieu rural, les paysans rechignent de plus en plus aux réquisitions qui s'intensifient depuis 2 ans. En première instance, le numéro 1 se frotte les mains de cette flambée contestataire, bousculant les structures légales de l'appareil du PCC. Ne coïncide-t-elle pas avec sa vision d'un peuple méfiant envers la bureaucratie de l'État-parti, mais vénérant son grand timonier? Contrairement à Staline, Mao se conçoit en effet sans la moindre inhibition comme l'héritier légitime des empereurs de Chine. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que la parole se libère, le ton se durcit. Devant le président, certes, nul n'oserait. Mais dans les assemblées de discussion convoquées par le parti, beaucoup s'y risquent. Tant et si bien que lui aussi en vient à s'inquiéter. Les génies malfaisants ont fait leur apparition aux côtés des génies favorables, observe-t-il en mai 57, dans une circulaire interne du PCC. Une manière de siffler la fin de la récréation qui, selon lui, aura au moins eu le mérite de faire émerger des cibles nouvelles. Quand Mao s'exprime en pareils termes, en effet, le bâton n'est jamais très loin. Il commence d'ailleurs à désigner les contestataires sous le nom générique de droitiers, étiquette infamante susceptible de leur valoir la déportation au laogai, voire la peine de mort. La responsabilité principale de la campagne anti-droitier, lancée le 8 juin 1957, incombe à un trio d'hommes liges
Kang Sheng, maître d'œuvre de la campagne de rectification du style de travail à l'époque de Yan Han, Deng Xiaoping, secrétaire général du comité central d'où il contrôle l'appareil du PCC, et Luo Ruiqing, toujours patron du Kongangbu. À ces hauts dignitaires incombe la tâche de vérifier que les cadres locaux du parti organisent le nombre requis de séances de dénonciation, calquées sur le modèle des meetings d'accusation publique des années 51 et 52. Désignés par les responsables et hués sur commande par les masses populaires, les éléments de droite doivent recommencer une fois, 2 fois, 10 fois leur autocritique, jusqu'à ce que cette dernière soit jugée suffisante. Des châtiments corporels, voire d'atroces tortures, parachèvent l'humiliation publique. Pour beaucoup, c'est la mort, laquelle n'émeut guère Mao. Celui-ci voit une haine tenace au lettré, coupable de l'avoir snobé 40 ans plus tôt, quand il n'était qu'un modeste assistant bibliothécaire à l'université de Pékin. Comme la vengeance du grand timonier reste un plat qui se mange glacé, le voilà qui décrète que 10% des intellectuels appartiendraient à l'espèce droitière honnie. Un quota si bien appliqué par l'appareil du parti et par le Kongangbu que la purge sanglante va s'étendre à un lettré sur 10. 10%, soit plus d'un demi-million d'êtres humains à éliminer. Mao peut-il avoir tort ? Non, bien sûr. En foi de quoi, il ne tarde pas à retourner à son avantage l'échec de la campagne de libération de la parole. Dans un pays sur-idéologisé, comme la Chine, il lui suffit d'arguer contre toute évidence que les sans-fleurs n'auraient été, dès l'origine, qu'une ruse de guerre sociale, un stratagème destiné à faire sortir les serpents de leur trou. Au maréchal Lin Biao, qui, une fois n'est pas coutume, chez ce courtisan né, a l'imprudence de rappeler le 8 mai 58 comment l'empereur Xin Shi Huangdi, fondateur au IIIe siècle avant Jésus-Christ de la dynastie Qin, a brûlé les livres et assassiné de nombreux intellectuels, Mao réplique sans mâcher ses mots: l'empereur Xin ce n'est rien, il a tout juste enterré vivants 460 lettrés, nous en avons enterré 46 000. Quand nous réprimions les contre-révolutionnaires, n'avons-nous pas tué quelques intellectuels ? J'en ai discuté avec des démocrates, je leur ai dit, vous nous reprochez de faire comme l'empereur Xin, mais nous en avons fait 100 fois plus. On nous accuse d'être une dictature comme l'empereur Xin, mais nous le reconnaissons, c'est parfaitement exact. S'il assume ainsi pleinement la dictature et les assassinats en masse de lettrés qui en découlent, il en ira tout autrement des millions de victimes de sa nouvelle utopie. L'utopie assassine. Décidé en bureau politique le 23 mai 1958, le Grand Bond n'est rien d'autre qu'un projet démentiel de communisme intégral à imposer en quelques années. L'épicentre en est les communes populaires, vastes ensembles où tout sera collectivisé, productions agricoles et industrielles, aussi bien qu'alimentation et éducation des enfants. Une entreprise sans précédent de désagrégation de la société rurale, largement majoritaire en Chine. Fille des lopins de terre individuels, fille de la vie privée, fille des réunions familiales, des repas pris dans l'intimité du foyer. Désormais, les Chinois mangeront dans d'immenses cantines, auxquelles ils auront tout sacrifié, même les chaises et les tables de leur maison, réquisitionnées et repeintes d'une seule couleur par souci maniaque d'uniformité. Dans ce magma collectif, personne ne pourra distinguer ces maigres biens d'autrefois, c'est les faire rechercher. Quant aux gamins des deux sexes, logés la nuit dans d'immenses dortoirs, ils apprendront la vie, en psalmodiant des chansons à la gloire du numéro 1. Ce décervelage n'est que la première phase du grand bond en avant, censé propulser le pays vers des sommets économiques jamais atteints. La sidérurgie constituant le front le plus brûlant du combat entre la Chine et l'URSS pour la suprématie sur le marxisme-léninisme mondial, chacune des communes populaires devra se doter de son haut fourneau. Au diable l'efficacité industrielle préjugée capitaliste ou révisionniste. Seule compte la mobilisation totalitaire des campagnes chinoises. Les biens familiaux les plus précieux, bijoux, couverts, outils, objets métalliques de toutes sortes, viendront se fondre, au propre comme au sens figuré, dans cette forme aberrante de quête alchimique. 1000 lumières aussi rougeoyantes qu'économiquement dérisoires illuminent à présent les nuits. Puis, souci de plaire en haut lieu, et certain que la nourriture ne manquera pas d'arriver en quantité d'autres provinces mieux loties que la leur, les cadres locaux ouvrent tout grand les greniers de riz, de céréales et de viande. À ce jeu destructeur, quelques mois suffiront pour que le pays sombre dans la famine. Partout, on meurt dans d'atroces souffrances. Et quand on survit, le destin est parfois plus cruel encore. Épuisées, les jeunes mères ne parviennent plus à enfanter, faute de force physique. C'est pourtant à ce moment précis que la Mao-complaisance occidentale, balbutiante, commence à vanter les mérites du grand chef révolutionnaire, qui, assure ses turiféraires, aurait donné son bol de riz à chaque Chinois. Sur le terrain, on l'a déjà compris, c'est tout le contraire. Destinés à nourrir les citadins, les réquisitions privent leurs compatriotes ruraux d'une grande partie de la nourriture de subsistance.
Tout doit aller à la collectivité. Interdiction aux paysans de quitter leur commune populaire, de faire du feu chez eux, de cueillir des légumes ou des fruits sauvages, des brigades d'inspection, fouilles demeures et entrepôts. N'importe quelle nourriture de substitution devient acceptable. La paille de riz destinée au bétail ou au toit des habitations en hache menu, voire les fientes d'oiseaux. Les oiseaux, justement. La situation s'aggrave du fait des mesures absurdes prônées par le grand timonier, connaisseur supposé des problèmes paysans, pour protéger les cultures. Au mépris de la sagesse traditionnelle, donc réactionnaire, qui rappelle que les volatiles détruisent beaucoup d'insectes nuisibles aux cultures, on les extermine en masse. Tâche souvent dévolue aux enfants. Résultat, les insectes qui prolifèrent dévorent les grains et les graines dans les silos, quand ce n'est pas dans les champs. Les ventres s'arrondissent, les jambes s'affaiblissent. Conséquences les plus flagrantes de la dénutrition. Ramasser des cadavres le long des routes et des chemins devient chose banale. Dans d'autres systèmes politiques, ce processus mortifère serait freiné par des contre-mesures. Pas sous le maoïsme, synonyme d'abolition du sens critique. À tous les niveaux de la hiérarchie, on trafique donc les statistiques, parlant de succès prodigieux, de bons de la production, de rendements agricoles sans précédent. Satisfait de constater que ces prévisions se réalisent, Mao se repaît de ces fausses informations. Face à ces millions de morts que le grand timonier n'a pas voulu, mais que son fanatisme idéologique a provoqué, l'évidence du fiasco finit enfin par s'imposer. De peur d'être rendu responsable de ce désastre, Mao convoque alors une réunion élargie du bureau politique, du 2 juillet au 2 août 1959, à Guling, dans la région du Mont Loup. Sa tactique est déjà arrêtée. Abattre le premier contestataire pour lui faire porter à sa place le chapeau de la grande famine. Justement, le ministre de la Défense, le maréchal Peng Dehuai, se porte candidat à ce rôle périlleux. C'est en toute ingénuité que, le 3 juillet et les jours suivants, ce vieux camarade de lutte unanais, du grand leader fait ouvertement part de ses objections, des critiques partagées par Liu Shaoqi, président de la République populaire de Chine depuis le 27 avril à la demande de Mao, lequel n'a démissionné de ce poste honorifique que pour fuir ses responsabilités tout en conservant la présidence du parti, et celle de la toute-puissance commission des affaires militaires, mais aussi par Zhou Enlai, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et enfin par la toute nouvelle recrue du clan des réalistes, Deng Xiaoping, toujours secrétaire du comité central, qui, absent pour cause de jambes cassées, n'aura toutefois pas à exprimer son avis, tant mieux pour lui sans doute, Deng ayant tendance à parler sans détour. Expiant leur coupable identité de vue avec le ministre de la Défense, Liu et Zhu, doivent se dédouaner coûte que coûte. À eux de porter les premiers coups au maréchal. C'est la logique du système. Le 23 juillet, Mao amorce sa propre contre-offensive. Alors que Peng proteste de sa fidélité, il l'écarte d'un geste dédaigneux. Le 16 août, le maréchal se voit démis de ses fonctions de ministre de la Défense. Signe des temps, l'ex-ministre de la police, Luo Ruiqing, est nommé chef d'état-major de l'armée. Toujours prêt à repartir de l'avant, le grand timonier va profiter du limogeage de Peng Dehuai pour lancer une nouvelle purge antidroitière qui, d'après les aveux ultérieurs de Deng Xiaoping, aurait concerné au moins 10 millions de Chinois, et sans doute beaucoup plus. En foi de quoi, la tentative de collectivisme intégral se poursuivra jusqu'en 1961, causant 35 à 40 millions de morts. On dit bien 35 à 40 millions. Un grand chaos sous le ciel. Ce carnage mené à son terme, le clan des réalistes, Liu Shaoqi, en tête, parvient à écarter Mao des responsabilités économiques et, dans une certaine mesure, politiques. Liu, crime impardonnable, met en effet à profit la conférence des 7000, cadres dirigeants rassemblés à Pékin en janvier 62 pour contredire publiquement le numéro 1. Tirant le vrai bilan, forcément négatif, du grand bond en avant, ce bureaucrate de style, plus classique, contraint non sans habileté Mao à la défensive. Mais, incorrigible, le grand timonier médite déjà son retour en majesté pour en conclure, après mûre réflexion, qu'une telle renaissance ne saurait intervenir qu'à la faveur d'une redistribution générale des cartes. Ce grand chaos sous le ciel, selon sa propre formule, sera la révolution culturelle. Amorcée en 1965 sous un prétexte apparemment anodin, la destitution de Ai Rui, pièce de théâtre dont l'auteur est un protégé du maire de Pékin, Peng Zhen, pilier avec Liu Shaoqi du clan des réalistes, ce gigantesque chambardement monte dans un premier temps une foule d'adolescents fanatisés et idolâtres, les gardes rouges, contre l'état-major du parti. Le faux-né de Mao sera en l'occurrence la bande des 4, où sévit parmi 3 comparses sa dernière épouse en date, Jiang Xing, dont il vit pourtant séparé. Roi souterrain du grand chaos sous le ciel, Kang Sheng œuvre à nouveau derrière cette façade. Glacé de terreur, ses compatriotes le surnommeront le maître des ténèbres.
tandis que Zhou Enlai, tremblant à l'idée de tomber en disgrâce, avale couleuvre sur couleuvre. Mao s'assure de la fidélité de l'armée par l'entremise du maréchal Lin Biao, monté en grade à l'occasion du limogeage de Peng Dehuai. Lin, qui vient précisément de se débarrasser de l'ancien ministre du Kongangbu, puis chef d'état-major Lui Ruiqing, accusé, crime épouvantable, de préférer une troupe militairement efficace à une troupe maoïstement correcte. Rationnel dans sa déraison, Mao sait qu'il peut ébranler à son profit un des piliers du régime, le parti, mais qu'il doit garder intacts les deux autres, police et armée, faute de quoi ce serait l'effondrement. Promu en octobre 1966 chef nominal du groupe central de la Révolution culturelle, l'ancien secrétaire particulier du numéro 1, Chen Boda, a imaginé le support le plus efficace de catéchisation des gardes rouges et de l'ensemble de la société. C'est le petit livre rouge des citations du président Mao, recueil des formules du grand timonier qu'il convient d'annoncer en toute occasion. Tout ce que nous faisons est au service du peuple. Qu'est-ce que travailler ? Travailler, c'est lutter. Chaque communiste doit s'assimiler cette vérité que le pouvoir est au bout du fusil. Soumis à d'incessantes séances d'autocritique, en fait des humiliations publiques à répétition assorties de sévices corporels, les dignitaires limogés chutent de leur piédestal. Liu Shaoqi, le Khrouchtchev chinois, Luo Ruijing, à peine rescapé d'une tentative de suicide pour échapper aux gardes rouges, Peng Tsen, encore en place à la mairie de Pékin, mais pas pour longtemps, Bo Yibo, responsable des affaires économiques, Li Lisan, décrit autrefois comme le Lénine chinois, Deng Xiaoping aussi tombe dans la trappe maoïste, relégué en province comme simple ouvrier d'usine, mais épargné, car Mao l'aime bien et préfère le garder en réserve, au cas où. En ces circonstances tragiques, une différence de style entre la tyrannie de Mao et celle de feu Staline se profile. Dans la Chine de la révolution culturelle, les dirigeants déchus vont, tel Liu Shaoqi, être soumis à des traitements cruels, propres à les tuer à petit feu, mais ils ne seront ni condamnés à mort par quelque tribunal de complaisance, ni exécutés de manière officielle. Sans doute la contradiction avec les mythes fondateurs du régime serait-elle apparue trop criante. Dans le culte démesuré du grand leader, les deux totalitarismes, le soviétique et le chinois, sont en revanche très proches l'un de l'autre. Tandis que le pays sombre à nouveau dans la terreur, les destructions matérielles qui anéantissent une grande partie du patrimoine chinois militaire, les conflits meurtriers entre pro- et anti-gardes rouges, comme à Wuhan, à l'été 1967, entre la milice des trois aciers trempés et celle du million de héros, l'anarchie économique et même l'affrontement militaire ouvert avec l'URSS en mars 1969 sur le fleuve Ussuri, la famine refait son apparition. Dans certaines provinces, elle va s'accompagner d'actes de cannibalisme. Inutile de préciser qu'au même moment, le culte du grand leader qui guide les masses chinoises au milieu des tempêtes atteint des sommets en Occident. Cette première partie du grand chaos est menée à bien dans sa blitzkrieg contre l'appareil du parti. Le dictateur peut crier victoire. Reste tout de même à initier la deuxième partie, le rétablissement de l'ordre communiste. Après le 9e congrès du PCC d'avril 69, qui voit Lin Biao promu plus proche compagnon d'armes de Mao, cette tâche va incomber à l'armée. Contraints et forcés après l'exécution de quelques fortes têtes, les gardes rouges ne tardent pas à se soumettre. Sur ce, le torchon se met à brûler entre Mao et Lin Biao, qui, moins indispensable à l'heure de la reconstruction du parti sous égide 100% maoïste, craint à présent pour sa vie. Selon toute vraisemblance, le maréchal tentait désespérément de fuir en URSS quand son avion s'écrase opportunément au sol le 13 septembre 1971. Mao a repris en main une Chine exsangue, assez pour jouer la carte américaine face à la menace soviétique. En février 1972, c'est chose faite, avec la visite à Pékin du président des États-Unis, Richard Nixon. Visite dont le point d'orgue sera sa rencontre avec le grand timonier. Un homme de bientôt 80 ans, en proie aux premières attaques de la maladie de Charcot, affection neurodégénérative qui s'attaque à ses muscles respiratoires, notamment, et rend de plus en plus compliquées ses prises de parole. Le 8 janvier 1976, Zhou Enlai s'éteint. S'ensuivent à Pékin des manifestations populaires montrant à quel point les Chinois ont la dictature maoïste en horreur. Alors, une fois encore, la répression s'abat. Deng Xiaoping, qui avait refait surface, est obligé de se réfugier à Canton, chez un ami général. Il n'empêche, les échéances approchent. Suivi de l'arrestation de Chiang Tsing et de la bande des Quatre par l'unité 8341, la garde prétorienne du régime, la mort de Mao, le 9 septembre 1976, clôt le cycle meurtrier de la révolution culturelle, responsable de la mort de 3 millions de Chinois. 12 fois moins que le grand bond en avant, mais tout de même, le grand timonier avait raison, la révolution n'est pas indignée de gala.
Du petit timonier au nouvel empereur de Chine. Après le court intermède du président clairvoyant Hua Guofeng, le sphinx Deng Xiaoping, 3 fois laissé pour mort sur le champ de bataille idéologique et 3 fois ressuscité, prend pour 20 ans les commandes de la République populaire de Chine. Un État délabré qu'il entend reconstruire en tant que puissance de rang mondial par une bonne dose de libéralisme économique sous étroit contrôle du PCC. Coqueluche des milieux d'affaires occidentaux, celui qu'on surnomme le petit timonier n'en reste pas moins un communiste authentique, doublé d'un nationaliste de choc. Desserrer le taux qui pèse sur une économie chinoise peu productive, car bureaucratisée à l'extrême, d'accord. Desserrer dans une proportion déjà moindre les taux répressifs qui paralysent les gens créatifs du pays, oui, là encore. Mais pas au point de céder aux inconscients qui demandent cette 5e modernisation, la démocratie, et surtout pas d'attenter au monopole du parti unique, pilier du régime, ni de s'en prendre à l'armée, cette autre colonne vertébrale. Deng s'attribuera d'ailleurs, comme seul titre officiel, la présidence de la commission des affaires militaires. De fait, le grand chaos sous le ciel a traumatisé non seulement le peuple chinois, mais ses dirigeants aussi, tant ils en ont souvent été victimes. Tout pour que les troubles ne réapparaissent jamais. D'où la réaction brutale de Deng Xiaoping, écrasant le printemps de Pékin de 1989 au prix de 2500 morts. S'il n'a rien d'un buveur de sang comme Mao, le petit timonier n'entend en aucun cas se laisser déborder. Deng meurt le 19 février 1997. Pour autant, la Chine nouvelle qu'il a contribué à enfanter lui survit, mélange de libéralisme économique, de plus en plus relatif d'ailleurs, car un nouveau processus d'étatisation est en cours, et d'État policier ultra centralisé, en voie d'ultra-numérisation aujourd'hui, sous la forme d'un super Big Brother. Le système de crédit social, méga fichier national où chaque Chinois doit être noté et fiché en fonction de son comportement avec des bons et des mauvais points. Une Chine sûre d'elle-même et dominatrice, malgré ses faiblesses. Inquiétant fléchissement du taux de croissance, bras de fer avec les États-Unis, équilibrisme financier à très haut risque, désastre écologique, effondrement démographique. Cette Chine dont le président Xi Jinping, héritier parfois infidèle de Deng, mais nationaliste encore plus résolu que lui, entend faire la première puissance mondiale à l'horizon 2049 pour le centenaire de la prise de pouvoir par Mao et les communistes. Conscient de l'impossibilité de remettre en cause l'aura de Mao, sauf à se fragiliser lui-même en sapant les bases de la dictature, le régime fait tout pour maintenir l'image du père fondateur. À Pékin, la démaoïsation est moins que jamais à l'ordre du jour.